Au sommaire de ce journal, Cameroun, installation du directeur régional de Sikare Cameroun. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, l'ONG Tolerance in the World lance ses activités pour une élection transparente et apaisée. Club Service, la région 35 du Lions Club International en réunion de zone. Et à Séguéla, nous irons à la rencontre des potières de Govo, de braves femmes qui contribuent au développement de l'économie locale. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Démarrons cette édition au Cameroun. L'hôtel Sawa de Bononjo à Douala, dans le littoral de la République du Cameroun, a servi de cadre à la cérémonie d'installation vendredi dernier du directeur régional de la compagnie commune de réassurance des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance en abrégé SICARE. Joseph-Luc Fouading a pris ses fonctions en présence de nos reporters Arnold Ndal et Jonathan Messi. Suivez le reportage. Diplomates, directeurs généraux et autorités traditionnelles ont rehaussé de leur présence l'éclat de la cérémonie du jour. La SICARE a décidé d'injecter du sang neuf à la tête de son antenne régionale et c'est cet homme, Joseph-Luc Fouading, l'heureux élu. J'ai été très ému par toute la confiance accordée par le directeur général à mon égard. Aujourd'hui encore, je suis très ému par l'immensité également de l'organisation de cette cérémonie. L'antenne dont il a la charge couvre la sous-région Afrique centrale, mais aussi le Rwanda, l'Angola, les îles Seychelles et Djibouti. Joseph-Luc Fouading est conscient des défis qui l'attendent et a déjà une vision claire des objectifs qu'il veut atteindre. Nous allons nous évertuer à faire relever davantage le niveau également des activités du Bureau régional Afrique centrale, avec l'aide bien sûr de tous les partenaires qui nous ont fait confiance jusqu'à présent et qui, nous espérons, vont continuer à nous faire confiance pour repositionner la SICARE encore à un niveau un peu élevé, dont les défis sont immenses. Mais je sais compter sur les bonnes relations que nous entretenons là très bien dans la zone avec l'ensemble des partenaires, à qui je dis une fois de plus, merci. À mesure qu'il gravissait les échelons, il gagnait la confiance de sa hiérarchie qui voit en lui aujourd'hui l'homme qu'il faut là où il faut. Au regard de sa riche et longue expérience au sein de la structure. Donc nul doute que cette longue expérience va lui permettre d'atteindre les objectifs que nous lui avons assignés et qu'avec la touche personnelle que nous lui connaissons, il va certainement nous surprendre et nous permettre de nous positionner comme étant le bureau régional leader de la SICARE. Le directeur général de la SICARE lui-même ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Joseph-Luc Fouading, qui a désormais la responsabilité de mener à bon port la barque de l'antenne régionale de la SICARE. Nous savions la force de frappe de notre collaborateur que nous avons connu. Et moi, je suis venu il y a 4-5 ans à la SICARE. Le chiffre d'affaires qu'il a pu réaliser quand il s'occupait de la vie, c'était impressionnant. Et par rapport à son abnégation et sa force commerciale, il sait parler, il sait écouter, il sait gérer, il sait manager, il sait approcher les cédants chez nous, les compagnies, les partenaires. Et c'est tout ça qui a milité et puis il connaît bien la zone CIMA, et que ce soit en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Et puis là, il sait, comme je dis, il sait communiquer. Et c'est par rapport à cela, j'avais beaucoup de candidatures de présidents, mais j'ai pensé que c'était le meilleur. Diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, le nouvel homme fort de l'antenne régionale de la SICARE est camerounais de nationalité et ingénieur de génie civil, option génie urbain. De retour en Côte d'Ivoire, le stage de préparation pour les Olympiades des mathématiques démarré lundi 6 janvier au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville a pris fin le week-end. Pendant une semaine, les candidats sélectionnés parmi les meilleurs élèves ivoiriens ont approfondi leurs connaissances en mathématiques. Ces jeunes prodiges représenteront la Côte d'Ivoire lors des Olympiades panafricaines au Congo avant de participer au championnat mondial en Australie en juillet 2025. Le reportage de Amiko Robara et c'est ici.
Cette cérémonie en présence des candidats, parents, organisateurs et formateurs met ainsi fin ce samedi 11 janvier à ce stage de préparation pour les Olympiades de mathématiques. Après une semaine intense de stage, les organisateurs et candidats sont prêts pour affronter ce concours international et espèrent remporter des médailles et pas des moindres pour la Côte d'Ivoire. La formation vient de finir, mais nous avons vu déjà même dans le rayonnement au niveau des enfants, les techniques qu'ils ont pu apprendre par des génies que sont les étudiants qui sont venus de MIT. Nous avons de bons espoirs pour les médailles, surtout les médailles d'or. Voilà, l'équipe qui va être constituée, je pense qu'elle reviendra au moins avec une médaille. À travers ce stage avec les élèves du MIT, nous avons non seulement appris de nouveaux théorèmes, des nouvelles formules en maths, mais en plus, ils nous ont apporté un apport franchement sur notre développement personnel. Professeur Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, et Amadou Bakayoko, directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, ont remercié les partenaires sur le projet, notamment le MIT, et prodigué de sages conseils aux candidats. Je voudrais donc dire merci au MIT de nous aider, d'aider à former les jeunes Ivoiriens à travers ce genre de stage de formation qui va nous permettre d'envoyer les meilleurs cerveaux de nos lycées et collèges aux Olympiades panafricaines de mathématiques et aussi aux Olympiades internationales de mathématiques. Chers élèves, en tout cas, on est ravis on vous a entendu, on a entendu du dynamisme à travers votre porte-parole. En tout cas, on est content de voir qu'il y a une génération jeune qui ne passe pas son temps que sur TikTok et d'autres choses et qui s'intéresse à ces questions-là, avec un discours même construit, puisqu'on parlait de construire la nation. Parmi ces candidats, une équipe de 6 élèves représenteront la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville pour les Olympiades panafricaines avant la grande compétition internationale prévue en juillet 2025 en Australie. Parlons à présent de l'enracinement de la paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'ONG Tolerance in the World a procédé au lancement de son programme Freedom Vote. C'est un projet qui travaillera dans le but de favoriser un processus électoral pacifique, transparent et inclusif en 2025. Il va couvrir janvier à octobre 2025. Le compte rendu de Mondésir Nascimento. Le deuxième prix national d'excellence 2024 du meilleur artisan de la paix et de cohésion sociale, l'ONG Tolerance in the World, veut récidiver dans ses records. Cette fois-ci avec un projet de sensibilisation nationale de 10 mois qui s'étend de janvier à octobre 2025. Un projet conçu pour la paix et un processus électoral inclusif, pacifique et transparent. Ce projet baptisé Freedom Vote vise, selon Kofi Ngoran Kwasi Vianney, président de l'ONG Tolerance in the World, à assurer une observation électorale efficace et interactive permettant le tracking en temps réel des résultats électoraux et renforçant la transparence et la crédibilité du processus électoral. La première action déjà, vous venez le voir, c'était d'inviter les hommes de Dieu, les hommes religieux, pour pouvoir confier nos activités d'abord à Dieu avant d'aller vers la population et les leaders. Alors, après cette étape, nous allons chercher à rencontrer la CEI, discuter avec la CEI et après rencontrer les leaders politiques. Après les leaders politiques, c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est elle qui est utilisée pour la masse. La jeunesse estudiantine et la jeunesse analphabète. La jeunesse estudiantine en allant dans les écoles, les universités privées et publiques. La jeunesse analphabète, c'est de descendre dans les rues, aller leur parler de tout ce qui est tolérance, tout ce qui est paix, pour dire que tout ce qui va être mot d'ordre, il ne faudrait pas les suivre. Plusieurs institutions de l'État et des organisations de la société civile et prix de paix ont marqué leur adhésion au lancement de cette activité d'envergure nationale. Le médiateur de la République, la primature et le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont souligné l'importance de ce projet capital pour le pays. J'aimerais ici nous inviter à nous engager résolument sur la voie de la cohésion sociale en étant chacun
à quelque niveau qu'il soit, un vecteur de paix. Je crois fermement avec vous que nous relèverons ensemble le défi d'élections démocratiques et apaisées. Distingués guides religieux, je voudrais particulièrement vous remercier pour toutes les actions que vous menez en faveur de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le thème de cette campagne nationale est « La paix au cœur des élections présidentielles transparentes et apaisées d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire ». Pour atteindre ces objectifs, une plateforme technologique avancée, Vigile-I, a été développée pour collecter, traiter et diffuser les informations électorales en temps réel. La région 35 du Lions Club International a effectué, en présence des membres du comité consultatif de gouverneurs par zone à Abidjan, une réunion. Cette rencontre s'inscrit dans l'objectif de faire le bilan de l'effectif du club, évaluer la santé du club et discuter sur les perspectives pour l'avancement du club. C'était en présence de Sandrine Kwame et Richard Akeke. L'année Lions 2024-2025 tire à sa fin. L'heure est au point des activités des différentes zones. Pilotée par le comité scientifique des directeurs des zones, c'est sur le thème central, focus sur les effectifs, que la région 35 a axé cette rencontre. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que nous avons certes perdu quelques membres, mais l'espoir demeure parce que nous avons les techniques pour pouvoir nous permettre de pouvoir recruter de nouvelles personnes pour pouvoir les remplacer. Et c'est la vie des associations. Des fois on perd des membres et puis après on en recrute de nouvelles qui sont encore plus déterminées à aller de l'avant dans le service aux personnes dans le besoin. Donc ce sont ces techniques que nous revisitons aujourd'hui à travers des thèmes centraux de formation, pour pouvoir montrer et expliquer aux amis qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les techniques qu'il faut adopter pour pouvoir recruter de nouvelles personnes. La rétention des membres et la santé du club sont les priorités des discussions dans le but de mener à bien la continuité des activités du Lions Club pour le service des personnes vulnérables. Nous sommes un club de service aux populations défavorisées. Et donc c'est par ces actions-là impactantes que nous attirons généralement des personnes qui ont la volonté de faire du bénévolat. Et donc la stratégie concerne à faire plus d'actions vers les communautés, plus d'actions envers les populations en difficulté, mais également par des sensibilisations, par des actions de communication, mais également par des échanges avec nos connaissances les plus proches. Nous avons déjà des clubs qui ont utilisé ces stratégies-là pour pouvoir retenir les membres. Il y a des nouveaux membres qui vont venir intégrer la grande famille Lyon. Nous avons même une soirée d'intronisation qui est prévue le 1er février 2025. Et mieux que ça, nous avons des clubs que nous sommes en train de créer. Cette réunion a été aussi l'occasion de discuter sur les stratégies à mettre en place pour la rétention de l'effectif des membres. Sachez que cette rencontre est le deuxième rassemblement du comité consultatif de gouverneurs par zone pour la région 35 de l'année Lions 2024-2025. Élu en mai 2024 à la tête de l'association des anciens élèves du lycée classique d'Abidjan, professeur Ben Laklo a été investi dans ses fonctions récemment à Ngati, son village natal, devant ses parents, enfants et collaborateurs. Surnommé Kaya par ses anciens camarades de classe, Benjamin Laklo, actuel secrétaire général de Palm Afrique, a 3 ans devant lui pour structurer et fédérer tous les anciens caïmans du lycée classique d'Abidjan afin d'atteindre la création d'une fondation. Retour sur cette cérémonie d'investiture avec Konina Nourgo et Doumbia Ayuba. Un nouveau chapitre s'ouvre pour les anciens élèves du lycée classique d'Abidjan. Samedi 11 janvier 2025, dans son village natal de Ngati, Benjamin Laklo, surnommé Kaya, a été investi président de leur association en présence de ses parents, ses enfants et ses collaborateurs. Une cérémonie symbolique qui marque le début d'un mandat de 3 ans avec un objectif ambitieux, structurer et fédérer tous les anciens caïmans pour créer une fondation. Cette association
a pour origine nos retrouvailles, tout ce que nous avons eu à faire ensemble au lycée classique des années 70. Nous avons eu également des élèves atypiques. Nous avons eu un proviseur atypique à la personne de Kofi Joaché. Et comme l'a dit un des témoignages, c'est que ce qui nous rassemblait, c'est l'amusement, c'est le jeu, mais c'est aussi les études. Alors, nous avons voulu fédérer, en tout cas nos forces, pour aller vers la création d'une fondation. Élu en mai 2024, le nouveau président et secrétaire général de Palmafrique bénéficie du soutien unanime de ses pairs, séduit par son charisme et sa vision. Benlo connaît les vertus de la paix sociale. Une entreprise qui a une paix sociale, forcément, va beaucoup plus vite et va bien mieux vers ses objectifs qu'une entreprise qui n'a pas cette paix sociale. Je sais que je ne vous apprends rien sur Ben, sur ses capacités hors normes, qui le place aujourd'hui naturellement à la tête de l'association des anciens élèves du lycée classique d'Abidjan. Je le rappelle, lequel lycée classique regroupe parmi ses anciens presque toutes les grosses têtes de la nation. Il faut savoir qu'avec lui, c'est la rigueur. L'homme est très très rigoureux. Il n'aime pas les échecs, il n'aime pas les à peu près. Après l'investiture, les festivités ont laissé place à une ambiance conviviale avec un dîner dansant suivi d'une messe d'action de grâce pour témoigner reconnaissance et engagement spirituel. Sous son leadership, l'association des anciens caïmans du lycée classique d'Abidjan aspire à devenir un modèle de solidarité et d'impact social. Rendons-nous à Mans où les coopératives unissent leurs forces. L'Union nationale des sociétés coopératives leader de Côte d'Ivoire a récemment organisé la cérémonie d'investiture de son délégué régional du Tongpi. Cette initiative a pour objectif de regrouper les coopératives de la région afin de lutter contre la fuite de cacao vers les pays limitrophes, lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture et renforcer la capacité des producteurs à répondre aux exigences internationales. Théodore Kanga. Lors de cette cérémonie, M. Tiendri Béougo Fidèle a été officiellement installé comme délégué régional de l'Union nationale des sociétés coopératives leader du Côte d'Ivoire dans le Tongpi. Après son installation, le nouveau délégué a pris l'engagement de travailler activement pour mettre fin à la pratique de fuite de cacao vers les pays limitrophes, une pratique qui nuit gravement aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Je viens de nommer aujourd'hui délégué régional de Tongpi pour Union nationale de Côte d'Ivoire. Je veux dire à tout le monde de venir dans Union. C'est Union qui fait la force et c'est Union qui peut investir de tout, soit des coopératives. Le secrétaire général de préfecture de Mans a salué cette initiative de l'Union nationale des sociétés coopératives leaders de Côte d'Ivoire, soulignant que la fuite de cacao entraîne une perte significative pour l'État ivoirien, estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA chaque année. Je voudrais saluer donc cette union qui voudrait mettre en œuvre cette synergie d'actions qui permettent de fédérer vos actions et faire en sorte que la filière café-cacao se porte mieux dans notre Côte d'Ivoire. Cette installation marque le début d'une série d'actions visant à renforcer la lutte contre la fuite du cacao et à soutenir les producteurs dans le respect de leurs droits et de leur travail. Un tour à Séguéla. Bien que la poterie ne fasse pas partie de leur tradition, les femmes ont par leur détermination et leur résilience réussi à l'imposer à Govo, un village de Séguéla. Grâce à cet art, elles génèrent des revenus qui leur permettent de devenir autonomes tout en contribuant à l'essor de l'économie locale. Ibrahim Noolo est allé à la rencontre de ces braves femmes pour en savoir un peu plus sur cette activité. Sous un arbre, des femmes malaxent l'argile en chantant. Ce sont des potières de Govo, village de la commune de Séguéla.
La poterie est leur principale activité en dehors des travaux agricoles. Ici, le savoir-faire se transmet en dehors du cadre familial. La poterie est rentrée à Bovo d'une manière volontaire, puisque nos arrière-grands-pères ont marié des femmes potières. Ceux qui sont intéressés font ce métier, la poterie. Sinon, ce n'est pas de mère à fille, ce n'est pas une question pour dire que la poterie est un héritage dans une maison ou dans une cour. Bien que la transmission soit indépendante, certaines familles non issues de caste étaient autrefois interdites de pratiquer cette activité. Aujourd'hui, cette interdiction est levée, permettant à toutes les femmes de générer des revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Il n'y a pas à faire des griots, c'est avant même, ce sont les Sandogo, qui sont les imams, qui ne faisaient pas la poterie. Quand ils faisaient la poterie, ça se cassait. Après le sacrifice, pour qu'elles se prennent en charge, vraiment ça va. Le processus de fabrication de la poterie chez les femmes Koyaka de Govo combine compétences artisanales et savoir-faire culturel. Il comprend plusieurs étapes: la collecte de l'argile, le façonnage à la main, la décoration, la cuisson, la finition et le polissage. Ces activités, bien que gratifiantes, peuvent parfois décourager les potières en raison des nombreux défis qu'elles rencontrent. Quand ça sèche, on va en brousse maintenant pour aller chercher les bois. C'est un tricide, tu dois chercher maintenant pour aller ramasser les bois là pour venir au village. Un chargement à 4 000 ou à 3 500. Bon, en allant au champ, on peut en train de chercher le fagot, on voit un serpent ou soit il y a un scorpion qui nous pique. Les potières cherchent à atténuer les nombreux problèmes qu'elles rencontrent dans leur métier. Elles lancent un appel aux bonnes volontés et aux structures gouvernementales pour les aider, notamment à ne plus contribuer à la déforestation de la région. On a besoin d'un tricide pour ramasser l'argile et puis le fagot. On nous dit de ne plus couper les bois. Donc c'est pour cela on a besoin aussi d'un four pour pouvoir nous aider à brûler le canari. Une fois la fabrication terminée, il faut faire face aux difficultés de commercialisation. Soit les potières transportent elles-mêmes leur production vers les villes, notamment Séguéla et Daloa, soit elles acceptent de vendre au village leur poterie. Cela suppose une vente à moindre coût ou souvent à crédit. Pour nombre d'entre elles, l'absence de coopérative les expose au desiderata des commerçantes en provenance des centres urbains. Si nous voulons vendre à Daloa nos produits, c'est près de 100 000 francs CFA que nous déboursons pour les frais de transport et aux différents corridors. En cas d'accident ou en faisant descendre les pots, s'il y a casse, c'est nous qui perdons. Au grand marché de Séguéla, les pots exposés traduisent la profondeur du savoir-faire des femmes de Govo. À travers ce métier, elles perpétuent une tradition ancestrale tout en cherchant à améliorer leurs conditions de vie. Leur résilience et leur détermination sont un exemple inspirant pour toute la communauté. Le poids économique de leur activité est indéniable, contribuant significativement à l'économie locale et au bien-être de leur famille. Et terminons ce journal en images au Gabon. Au terme du troisième trimestre 2024, le marché gabonais des assurances a poursuivi sa dynamique positive amorcée au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires du secteur a enregistré une hausse de 41,2% en glissement trimestriel selon la note de conjoncture du ministère gabonais de l'économie. Cette augmentation reste toutefois modérée par rapport aux 84,8% observés au deuxième trimestre 2024. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent. Restez fidèles pour ne rien manquer.